Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur KTO et vous y êtes bien. Restez avec nous. Je suis très heureux de vous retrouver sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire. Alors quand on se penche précisément sur cette longue histoire du christianisme, il existe des personnages hors du commun, aussi étranges qu'insaisissables. Ce sont des mythes, parfois des légendes, dont le mystère perdure au fil des générations. Leur image traverse naturellement les siècles, suscitant soit le mépris, soit au contraire la fascination. Le frère dominicain Jérôme Savonarole fait sans nul doute partie de ces personnages mystérieux dans cette Italie de la fin du XVe siècle. Était-il un imposteur ou bien au contraire un saint ? Comme Machiavel, le personnage pâtit généralement d'une mauvaise réputation. Un Savonarole est ainsi un fanatique souhaitant réformer les mœurs. Cependant, si on le compare à la papauté décadente, celle des Borgia, la papauté de l'époque, eh bien, il donne une toute autre image, celle de la pureté, voire de la sainteté. De fait, Savonarole eut son heure de gloire. La question est donc comment la ville de Florence a-t-elle bien pu être séduite par ce personnage ? Comment le charisme du moine a-t-il opéré ? Quelle a été son influence, au-delà même de la ville de Toscane ? Pourquoi enfin cette étoile montante s'est soudainement éteinte pour finir torturée et brûlée sur un bûcher un jour de printemps 1498 ? C'est ce que nous allons voir avec mes deux invités, Jean-Louis Fournel et Didier Le Fur. Jean-Louis Fournel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, professeur à l'université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, et vous venez de publier avec Jean-Claude Zancarini ce livre Savonarole, L'arme de la parole, un ouvrage paru chez Passé Composé. Vous étiez l'auteur notamment d'un Machiavel, un remarquable Machiavel. Je vous avais reçu sur Storia Voce pour 3 émissions. Si, chers auditeurs, vous voulez écouter ces émissions, n'hésitez pas à le faire sur storiavoce.com. Et c'est toujours une écriture à 4 mains avec votre fidèle Jean-Claude Zancarini. Didier Le Fur, bonjour. Bonjour. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes historien, spécialiste des 15e et 16e siècles français. Votre acmé, si je puis dire, ça a été votre biographie de François Ier, parue il y a bien longtemps chez Perrin. Vous travaillez toujours sur les rois de France, mais aussi sur l'Italie, les guerres d'Italie. Un conflit européen, un autre ouvrage paru chez Passé Composé. Il s'agit d'un ouvrage collectif que vous avez dirigé il est paru, je crois, il y a plusieurs mois. 2 ans. Voilà. Alors, nous allons donc nous engager dans la découverte de ce personnage absolument fascinant qu'est Savonarole. Alors, je me tourne vers vous, Didier Le Fur. Il me semble important de donner le contexte, parce que nos téléspectateurs ne connaissent pas forcément l'Italie et l'Europe du XVe siècle. Nous sommes à Florence, Ferrare, Rome. Comment se remettre dans le contexte de l'époque ? Que signifie vivre dans cette Italie du XVe siècle et surtout cette Italie du Nord qui est proche de la France ? En fait, vous avez un État puissant, presque unifié, la France, et l'Italie à côté, qui est un conglomérat d'États, plus ou moins sous influence impériale, pontificale. Et de cette France, de cette fin du XVe siècle, qui se remet assez rapidement de la guerre de 100 ans, et bien qui, parce qu'elle est dans un régime monarchique expansionniste, retrouve ses ambitions, avec des droits qu'elle avait déjà acquis depuis quelques années, qu'elle va revendiquer, notamment sur certains territoires italiens comme Naples ou Milan. Et
cette fin du XVe siècle, c'est aussi ce temps où l'Italie cherche aussi des alliances. Il y a forcément une quantité de rivalité entre États aussi. Et avec ces prétentions françaises sur le territoire italien, eh bien, vous avez aussi ce concept d'empire qui se recrée dans l'imaginaire français et qui va être forcément imposé aussi aux États italiens. Qui est roi de France à l'époque ? Alors là, on est en Charles VIII, c'est le temps Charles VIII, Louis XII, mais c'est surtout Charles VIII. Charles VIII. Alors, on tourne du côté italien, à proprement parler, Jean-Louis Fournel. Vu d'Italie, comment ça se passe ? Quelle est la position, enfin non pas la position italienne, puisque ça n'existe pas la position italienne, mais on a du mal à se représenter que l'Italie n'est pas l'Italie que nous connaissons. Oui. Alors, comme on le sait, jusqu'au XIXe siècle, l'Italie, comme disait Metternich, c'est une expression géographique. Donc c'est une expression géographique, c'est pas un État. En Italie, vous avez en fait 4 grandes puissances, si j'ose dire. Naples, le royaume de Naples, 2 républiques, Florence et Venise, et le duché de Milan. Et la situation et les rapports de force sont marqués par le système d'alliance de ces 4 États, l'un avec l'autre ou avec des puissances étrangères. En l'occurrence, Florence penche depuis Louis XI, toujours, pour des raisons aussi strictement économiques, vers l'Alliance française. Les Français sont les alliés historiques de Florence. C'est une question qui sera très importante pour le moment savonarodien, si je puis dire. C'est pour ça que je le rappelle. Et cette alliance florentine est une alliance qui a été construite sur ce qui est assez important toujours en politique, à savoir l'argent. C'est-à-dire que ce sont les banquiers florentins qui financent la monarchie, qui a toujours besoin d'argent, qui en a de plus en plus besoin, notamment du fait de cette politique nouvellement expansionniste qui a été évoquée tout à l'heure. Donc je crois que pour comprendre ce qui se passe, il faut se dire que l'Italie, la péninsule italienne, est une sorte de géant économique de l'époque. C'est probablement une des zones les plus riches de l'Europe de l'époque, avec les Pays-Bas espagnols. Et en même temps, c'est un géant économique, un nain politique. Parce que l'Italie est divisée et que ces divisions la rendent structurellement faible, militairement parlant. Alors, on associe l'époque, évidemment, la période de la Renaissance, à la redécouverte du monde antique. Pourtant, on a l'impression, en vous lisant, que nous vivons dans un monde en crise, dans un monde menacé, dans un monde angoissé. Oui, alors d'abord, on est à la fin d'un siècle. Les fins de siècle suscitent toujours des réactions d'ordre, on va dire, millénariste. Et puis, il ne faut jamais oublier une chose, c'est que l'image qu'on a de la Renaissance, c'est une image qu'on peut appeler restreinte, dans la mesure où c'est une image élitiste, une image qui appartient très largement à une forme d'élite littéraire et artistique, qui rend compte d'une situation, mais n'en rend pas complètement compte. La Renaissance italienne est aussi habitée par des angoisses, des crises qui sont marquées par des conflits intérieurs, on a beaucoup de conspirations, on a beaucoup de complots, et qui sont marqués aussi par des débats qui agitent l'Église, mais qui agitent surtout l'Église comme communauté des croyants. On s'interroge sur le degré que l'on doit avoir de respect du clergé, dans la mesure où il y a une vieille question qui ressort, qui est question traditionnelle, qui existe depuis des siècles, qui est celle du degré de corruption acceptable de la hiérarchie de l'Église. Et c'est là-dedans que Savonarola s'inscrit, très clairement. C'est-à-dire que ce monde est abîmé. Et quel est le rôle de l'Église dans ce monde abîmé ? Didier Le Fur, on a une vision généralement positive de la Renaissance. Or, l'ensemble de vos travaux montre qu'il faut relativiser quelque peu cette image d'une Renaissance positive. C'est un monde qui est en guerre et, on vient de le souligner, qui est un monde aussi angoissé. Il y a surtout plusieurs définitions du mot de Renaissance. Il y a la notion de la Renaissance chrétienne, c'est-à-dire
renaître à Dieu avec le baptême ou après la pénitence au XIVe siècle. Il y a la Renaissance littéraire florentine ou de certains groupes italiens au milieu du XVe. Ce qu'on va, comme un type comme Giorgio Vasari, va appeler la Renaissance avec la peinture ou la sculpture en évoquant les œuvres de Michel-Ange ou de Raphaël. Et en France, une autre idée de la Renaissance ou d'une renaissance de la langue avec les gens de la Pléiade. Mais tout ça, ce sont des petits groupes, comme disait Jean-Louis. C'est-à-dire que... On est dans une élite. On est dans une élite, on est dans des gens qui cherchent à exister au milieu d'autres aussi. C'est comment on appelle ça, les jeunes hommes de la Pléiade, parce qu'ils sont tous entre 20 ans et 28 ans. C'est un peu comme au lendemain de la guerre, cette fameuse bande de cinéastes avec la nouvelle vague. C'est une manière de s'imposer dans un monde qui n'est pas forcément fait pour eux ou qui ne les attend pas. Et dans cette idée, en revanche, de la Renaissance, période de prospérité, période de découverte, période d'invention et tout ça, c'est une longue construction historiographique qui prend vraiment sa place au XIXe siècle et qui s'installe comme une période historique. Quand on regarde essentiellement ce qui se passe dans cette fin 15e, début 16e siècle, les problèmes sont globalement les mêmes, les peurs sont les mêmes, elles sont religieuses, elles sont aussi tout bêtement liées aux invasions, aux épidémies, et la vie est pour tous les uns et les autres compliquée parce que justement la puissance de la religion est là pour ça aussi, c'est-à-dire à soutenir dans ses douleurs, et puis après, comme disait Jean-Louis aussi, cette espèce de quête et cette interrogation de plus en plus grande par rapport à l'Église, au fonctionnement du clergé, à la critique du fonctionnement du clergé, qui peut arriver à des dissidences ou des réformes diverses et variées. Il y avait déjà Jean Hus un peu avant, et puis il y aura bientôt, comment il appelle, Luther. Alors, et venons-en. La réaction et la réaction catholique que Savonarola peut proposer, c'est aussi la base même d'un programme politique des rois de France pour justifier aussi leur départ en Italie et pour essayer de purifier cette chrétienté. Alors, ce contexte était effectivement très intéressant, enfin très important. Venons-en à ce personnage, Savonarola. Quelles sont ses origines familiales? Quel type de garçon était-il? On le voit solitaire, on le voit très studieux aussi. Oui, alors Savonarola est quelqu'un qui ne naît pas dans n'importe quelle famille. C'est un homme qui naît dans dans une famille padoine qui s'est transférée à Ferrare et dont le personnage important est un grand médecin qui s'appelle Michele Savonarola, qui a produit des textes, qui était le docteur personnel du duc de Ferrare, qui a enseigné à l'université et qui est quelqu'un qui a élu parmi la ribambelle de petits-enfants le jeune Jérôme comme celui qui devait faire carrière et peut-être le remplacer en quelque sorte. Donc c'est un homme dont le destin est tout tracé et ce destin-là ne passe pas par l'ordre dominicain. C'est lui qui, très jeune, à un moment donné, va décider d'abandonner Ferrare, d'abandonner sa famille et de partir à pied de Ferrare à Bologne. Donc, à pied de Ferrare à Bologne, ça fait quand même 80 km, 90 km. Donc, vous voyez qu'il faut du temps pour y arriver. Et il frappe à la porte du couvent de Saint-Dominique. Le couvent de Saint-Dominique, c'est pas n'importe quoi non plus, c'est le grand couvent dominicain d'Italie. Et c'est le grand couvent dominicain où l'on forme l'élite de l'ordre dominicain. C'est là qu'il va. C'est là qu'il va et c'est là qu'à ce moment-là, il va choisir d'abandonner le monde et de rentrer dans un autre monde, qui est celui des frères prêcheurs. À ce moment-là, il n'est pas florentin. Il n'a pas l'intention d'aller à Florence. C'est un dominicain. Un dominicain, c'est essentiellement quelqu'un qui bouge. C'est un prêcheur itinérant. Il va là où l'ordre lui dit d'aller. Et puis, petit à petit, à partir du moment où il gagne en force de prédication et en notoriété, parfois ce sont des communautés, des villes qui vont lui demander de venir prêcher, notamment dans les deux grands moments de l'année où on l'en prêche beaucoup, à savoir l'Avent et le Carême. Alors, on va y venir dans les prêches. Je voudrais peut-être avant
Il y a un épisode qui est intéressant parce qu'il montre cette personnalité et au fond la volonté qu'il habite. C'est lui qui quitte le foyer familial pour Bologne, mais il part en cachette. Comment expliquer ce départ en cachette qu'il justifie ensuite auprès de son père grâce à une lettre que vous retranscrivez? Sa famille ne veut pas du tout qu'il choisisse ce métier-là, si j'ose dire, ce destin. On a pensé à autre chose pour lui. Les Savonarola se sont implantés à Ferrare, ils sont proches de la cour du duc. Ils doivent en quelque sorte investir ce que potentiellement le grand-père a commencé à créer. Et donc son père qui fait des affaires mais qui n'est pas très bon en affaires, n'a pas du tout envie que un de ses fils qui est de toute évidence un des plus intelligents, choisisse de devenir dominicain. C'est pour ça qu'il s'enfuit. Et donc, il doit justifier, justement, auprès de son père et auprès de sa mère, surtout auprès de son père, le fait d'avoir fui, comme cela, cette vie qui lui était destinée. On sait s'il a été touché, lui-même, Savonarola, finalement, de désobéir à son père? Probablement, mais en même temps, de toute façon, son rapport à ce qu'il commençait à entrevoir comme son destin était plus important. Il embrassait une autre famille, qui était la famille de l'ordre. Et cela l'a marqué toujours. Et il a essayé de convaincre, en bon frère prêcheur, un bon futur frère prêcheur, il essaye de convaincre son père et sa mère qu'il a fait le bon choix. Et qu'ils doivent uniquement louer Dieu qu'il ait fait ce choix-là, parce que ce choix-là est le choix juste. Et là, il a une position profondément éthique, à la fois spirituelle et éthique. C'est-à-dire qu'il s'agit de contribuer à réparer le monde. Et pour contribuer à réparer le monde, il faut d'abord faire le constat de la destruction du monde. C'est-à-dire du fait que le monde, comme je le soulignais tout à l'heure, est abîmé. Ce monde est détérioré et le rôle du frère prêcheur, c'est d'abord de le dire et après de proposer des solutions éventuelles, des actes, des pratiques pour contribuer, même de façon humble, dans un espace considéré, de contribuer à essayer d'arranger les choses un peu. Didier Le Fur, donc Savonarola se forme, il devient enseignant, théologien. Ce type de parcours, c'est un parcours classique à la fin du Moyen-Âge? Oui, il a vraiment c'est un schéma de vie très, 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 très commun. C'est parce que l'homme est exceptionnel dans ses propos et dans son comportement, qui va devenir plus politique à un moment que religieux, qu'il va ressortir de cet imaginaire. Mais fondamentalement, il a une carrière parfaitement classique, oui. Quand est-ce qu'il s'affirme peu à peu comme un prêcheur hors norme? Je pense qu'il faut rappeler que les prêches, c'est en soi, c'est pas une nouveauté, mais c'est malgré tout, à l'échelle de l'histoire de l'Église, des 1400 ans, c'est une nouveauté après les hérésies. C'est l'ordre dominicain, ça fait partie de toute cette reconquête après toutes ces dissidence, hérésie, tous les mots que vous pouvez supposer, où le temps abigeois, et qui fait que on est dans un retravail de rééducation d'une population qui a sans doute été un peu abandonnée, quelquefois par un clergé, ou qui a été séduite par d'autres choses. Il y a toute une évolution aussi, tout bêtement, de l'Église au XIIe siècle, qui fait que les traditionalistes, entre guillemets, veulent conserver un monde, et que finalement l'ordre dominicain va essayer de moderniser ou de pousser de le faire évoluer. Il ne faut jamais oublier une chose, c'est que les ordres mendiants ont été créés pour ça. Les ordres mendiants, donc les franciscains et les dominicains, ils sont censés ne plus s'enfermer dans les couvents, mais aller vers le monde et aller convaincre. Et il ne faut pas oublier non plus une chose, c'est que la prédication, c'est le grand médium de l'époque. On n'a pas de journaux, on n'a pas de radio. Le prédicateur a un rôle extrêmement important de diffusion, parfois devant des centaines de fidèles, d'une parole qui sera une parole à la fois ancienne,
C'est-à-dire qu'une parole qui est la parole des Écritures, mais qui est projetée dans le présent. Donc le prédicateur a ce rôle à la fois de rappel et d'intervention. C'est ce double rôle qui va donner leur place aux grands prédicateurs. Il n'y a pas que Savonarola, il y a tout au cours du XVe siècle, une série de prédicateurs importants qui a commencé par exemple par saint Bertrand de Sienne, qui jouent un rôle éminent dans l'espace public. Quand est-ce qu'il s'affirme précisément comme un prédicateur d'exception, voire que l'on parle de lui comme une sorte de prophète? Alors, il y a deux moments qui sont différents, le second étant le plus important. Le premier moment, c'est le moment où, d'ailleurs pas particulièrement à Florence, à San Gimignano, une petite ville de Toscane, il commence à prêcher de façon prophétique sur ce qu'il va advenir du fait des péchés du monde. C'est-à-dire que les péchés du monde vont provoquer un certain nombre de faits historiques, si je puis dire, qui seront voulus par la Providence, si je puis dire. Voilà. Mais la première caractéristique de cette prédication apocalyptique, c'est qu'elle n'est pas ancrée dans une histoire compréhensible de façon immédiate, sinon de façon symbolique. Ça, c'est le premier moment. Le deuxième moment, qui lui est beaucoup plus important et radicalement important, c'est ce moment où cette prédication apocalyptique va tout d'un coup rencontrer l'histoire. Et ça, c'est datable, très précisément, c'est à partir de l'automne 1494. Le 2 septembre, Charles VIII passe à la tête d'une armée de 30 000 hommes le col du Mont-Genèvre. Il avance très très vite dans la plaine du Pô et il va toucher Florence bientôt. Et là, le problème, c'est de savoir que va faire Florence. D'autant que Florence, à ce moment-là, a basculé dans une alliance avec Naples plus qu'avec la France. Donc Florence est potentiellement un ennemi de la couronne. Et les Florentins, dans une certaine mesure, ont une crise de compréhension. Il y a une crise de rationalité, on pourrait dire aujourd'hui, parce que cette guerre avance de façon extrêmement rapide, elle avance de façon aussi extrêmement violente. Il y a des massacres, pour l'exemple, d'un certain nombre d'habitants de bourgs fortifiés qui osent résister à l'avancée de l'armée française. Et personne ne comprend plus rien. Personne ne comprend plus rien. Et il y a une personne qui, tout d'un coup, donne une lecture en direct de ce qui est en train de se passer. C'est Savonarola. Et lui, il monte en chair, et il monte en chair plus seulement le dimanche, plus seulement dans l'Avent, plus seulement dans le Carême, il monte en chair tous les jours, parfois, et il donne une lecture en direct de ce qui est en train de se passer, en disant, voilà, il se passe ceci parce que cela. Et donc, puisqu'il se passe ceci parce que cela, vous devez faire ceci. C'est ça la grande nouveauté. C'est qu'il passe au feu de l'histoire la prédication traditionnelle. Et là, il devient autre chose que ce qu'on lui avait appris à être à Saint-Dominique, à Bologne. Il devient Savonarola de Florence. On est vraiment surpris à la lecture de votre ouvrage du nombre de textes de Savonarola. Il l'écrivait énormément. Il y a à la fois la prédication, mais il y a aussi le rôle de l'imprimerie qui ne cesse de se développer. Quelle est la place de l'imprimerie dans la diffusion des idées de Savonarola, Didier Le Fur ? C'est très compliqué parce que, les travaux sont faits, mais on ne sait jamais le nombre de lecteurs de toutes ces choses-là. Alors ça reste pour nous, c'est formidable pour nous, ça se diffuse et ça réédite, ça se traduit parfois, mais le nombre d'exemplaires vendus et l'importance, plus que la parole quelquefois, bien, ça, on l'ignore. Et en plus, c'est tout bête, c'est que nous, on a une culture de l'écrit. Ils ont encore une culture, comme vient de l'oralité. De l'oralité est immense. Et quand Savonarola fait ses prêches, c'est aussi, comme il le disait, dans toute une population, mais c'est aussi dans une information immédiate par la parole et pas par l'écrit, qu'on sait qu'on arrive, ou que l'armée française avec Charles VIII, qui arrive à grands pas, et c'est toujours par les mots et par l'oralité que ça se fait. C'est le récit postérieur qui, pour nous, est important parce que ça nous laisse des traces, mais qui reste totalement incomplet. Et de la puissance de la parole et de la puissance de l'écrit, sincèrement, on ne peut pas la mesurer.
On la mesure à la fin du XVIe siècle sans aucun problème, parce que là, on sait même le nombre d'exemplaires publiés pour une ordonnance ou pour un texte. Mais à la fin du XVe siècle, c'est très, très, très compliqué. Si je peux me permettre, il y a une chose quand même dans cette affaire qui est très importante, qui existe et qui est singulière, qui est spécifique. C'est que Savonarola comprend très, très vite l'importance de l'imprimé. Et très, très vite, il se met en relation, non pas avec un éditeur, mais avec une constellation de 4 ou 5 éditeurs qui vont être les éditeurs qui vont publier tous ces textes, notamment deux de ces éditeurs. Et les historiens de l'imprimerie disent que le cas Savonarola est unique en Europe, c'est-à-dire que les textes de Savonarola ou autour de Savonarola représentent un pourcentage absolument incroyable de l'ensemble des incunables produits dans la péninsule italienne. C'est-à-dire que, de toute évidence, il y a une mobilisation de l'écrit qui passe d'ailleurs par des choix techniques qui sont intéressants. C'est-à-dire qu'on ne produit pas des grands livres qui coûtent très cher. On produit, et c'est pour ça d'ailleurs que souvent on a peu d'éditions parce qu'elles se sont perdues. Ouais, c'est ça. On produit des éditions faciles à produire, des éditions qui ne coûtent pas cher, qui ne sont pas très soignées d'un point de vue technique, parce que l'objectif n'est pas là. L'objectif, c'est le verbe, c'est la diffusion du verbe. Alors justement, quel est ce verbe dominicain, prêcheur? Donc les dominicains sont des hommes qui travaillent, des moines qui travaillent intellectuellement. Est-ce que c'est un hétérodoxe ou est-ce un orthodoxe? C'est quelqu'un qui est toujours d'une parfaite orthodoxie. En revanche, c'est quelqu'un qui place tout d'un coup au cœur du dispositif rhétorique et argumentatif la dénonciation de la corruption des mœurs, à la fois des mœurs des fidèles et des mœurs du clergé, y compris des mœurs de la curie. Donc là-dessus, on est sur quelque chose d'assez traditionnel, dans une certaine mesure, mais en même temps, ce qui est fondamental, c'est que le ton de Savonarola, ce ton qui va lui permettre d'emballer la population florentine, c'est la grande incompréhension de Machiavel. Comment cet homme a réussi à convaincre les Florentins, qui pourtant étaient le peuple habile et intelligent par excellence, qu'ils étaient dans un dialogue avec Dieu. C'est incroyable pour Machiavel. En fait, Savonarola, il y arrive pourquoi? Il y arrive pour 2 raisons. La première, c'est que sa source absolue de son verbe, c'est le commentaire des Écritures. On n'a besoin que des Écritures. On n'a pas besoin d'autre chose. Donc, une sorte de simplification du corpus de référence qui est très important. La deuxième chose, c'est quelque chose qui a été noté par un contemporain, Ceretani, qui disait il nous surprenait parce qu'il parlait comme un apôtre, à l'apostolesca. Il parlait comme un apôtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Savonarola s'adresse à un public qui n'est pas simplement un public de lettrés. Il s'adresse à un public qui n'est pas simplement le public de la petite cour de Laurent le Magnifique, il s'adresse à l'ensemble de la cité. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs, pour lui, renoncer à produire un verbe relativement sophistiqué sur le plan de l'argumentation ou sur le plan de la rhétorique. Simplement, vous avez un va-et-vient que j'appellerais traductif, constamment chez Savonarola, entre des énoncés qui sont complexes et des énoncés qui sont simples. Les énoncés simples permettant à tout le monde de comprendre l'énoncé complexe. J'ai une question, Didier Le Fur, parce que je pense que nos auditeurs, nos téléspectateurs sont habitués au fait que le religieux soit vraiment étroitement lié au politique. Mais est-ce que à cette période, précisément, les 2 domaines commencent un peu à se séparer? Le fait que Savonarola s'adresse aux politiques, s'adresse au monde politique, voire lance un projet politique pour la ville de Florence. Est-ce que est-ce que ce n'est pas au fond le dernier avatar des liens ou le dernier espoir des liens entre le monde religieux et le politique, alors que visiblement ils se séparent l'un et l'autre? Non, au contraire, ça va s'alimenter tout le temps. Et c'est la complexité. Quelquefois, quand on travaille, c'est à savoir si
la puissance religieuse se marie pas trop à la puissance politique pour justifier une opposition. Et là, on a quelquefois quelques dissidences. Ça va se voir d'une manière très très claire avec le temps dit des guerres de religion dans la deuxième moitié du XVIe siècle. C'est-à-dire, en gros, c'est un discours bien plus politique que religieux, même si l'aspect religieux va justifier l'opposition politique. Et on n'est pas encore dans une opposition de régime. On n'est pas encore, en tout cas en France, et même quand la France devient et envahit l'Italie, on ne se remet pas en cause sur l'idée de savoir si c'est bien ou mal d'aller envahir l'Italie. C'est normal. On reste dans une logique de mission. Quand Savonarola, par exemple, fait tout son travail autour de Saint-Jean, de l'Apocalypse et des choses comme ça, tout cet imaginaire-là, la monarchie française l'a récupéré et l'a complètement intégré et justifie ce choc qui existe comme ça en 1494, c'est-à-dire c'est presque une connivence entre l'imaginaire de Savonarola et tout ce qu'il a proposé et la propagande royale, politique, expansionniste de la France qui s'accorde complètement. Après, il va y avoir des déceptions entre l'homme d'église et le roi de France sur ses ambitions, sur ce qu'il aurait espéré faire, sur cette idée de réforme justement à la fois de l'Église et puis peut-être de la politique italienne. Mais cette idée-là de l'association religion-politique, elle est très très ferme jusqu'à la fin de la guerre de 30 ans. Le roi de France, c'est l'instrument de la Providence. Oui. Exactement. C'est Cyrus, c'est le nouveau Cyrus. C'est le nouveau. C'est le barbier qui va venir raser les péchés. C'est quelqu'un qui a un devoir. Et un devoir que Savonarola va s'empresser de lui rappeler régulièrement. Le roi de France n'existe que comme instrument divin. Et il doit s'effacer en tant que personne pour obéir à ce que veut Dieu. Et ce que veut Dieu pour Savonarola, c'est très simple, c'est une réforme, non pas une réforme hétérodoxe, une réforme des mœurs, de la chrétienté, ce qui permettra à terme une réunification, y compris universelle. Mais la réforme, elle doit partir d'un endroit, elle doit partir d'un lieu précis, elle doit partir de Florence, parce que Florence est le nombril de l'Italie et de la chrétienté. Mais alors, justement, quel est son rôle politique ? Parce que on voit précisément la réforme des mœurs. Bon, il y a une sorte de clarté, voilà, réforme des mœurs. Mais au-delà de la réforme des mœurs, c'est aussi une réforme politique. Que veut Savonarola sur le plan politique ? Quel est son projet politique ? Quelle est sa position par rapport au pouvoir en place, etc. Alors, là, je crois qu'il faut insister sur deux choses. D'abord, l'adhésion de Savonarola a une position singulière est manifeste, elle est évidente. Il veut un gouvernement populaire, c'est-à-dire un gouvernement qu'on appelait à l'époque large, c'est-à-dire un gouvernement dans lequel vous avez un nombre conséquent de citoyens qui participent à la décision politique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Savonarola est quelqu'un d'une très grande intelligence et d'un très grand pragmatisme. C'est une chose qu'on ne souligne pas suffisamment, c'est-à-dire que ce n'est pas un fanatique, Savonarola, c'est quelqu'un qui sait peser à chaque fois quel est le rapport des forces à l'intérieur de la cité, et il sait aussi conclure des alliances à cet égard. Après, parfois, il a des choix stratégiques qui sont des choix stratégiques erronés, c'est ce qui va précipiter sa perte, parce qu'à un moment donné, il renonce à une alliance qui était fondamentale pour la bonne tenue du gouvernement populaire. Mais je crois que ces deux choses sont les deux choses dont on doit se rappeler. Premièrement, Savonarola a toujours considéré que le meilleur gouvernement, c'était le gouvernement populaire, donc le gouvernement de cette institution qu'il contribue à créer et qui s'appelle le Grand Conseil, où siégeaient quand même plus de 3000 personnes potentiellement. Donc il a fait énorme, fuir les 3000 personnes. Il a fait fuir les Médicis. Alors, ce n'est pas lui qui a fait fuir les Médicis. Disons que les Florentins se sont révoltés pour une raison très simple, c'est que les Médicis, en l'occurrence Pierre de Médicis, avaient osé, sans en référer à la cité, donner au roi de France, Charles VIII, les clés des forteresses qui contrôlaient la frontière nord-ouest de la République, au-delà de Pise.
Et que ça, c'était inacceptable pour les Florentins. Alors Pierre était déjà pas très bien vu dans la cité, contrairement à son père Laurent, mais là, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et Pierre est chassé de Florence. C'est pas Savonarola qui chasse Pierre de Florence. En revanche, Savonarola sait intervenir pour trouver une narration acceptable pour le peuple florentin de ces événements. Didier Le Fur, il va rencontrer Charles VII, Savonarola va avoir un rôle politique, même un rôle, on va dire, international. Alors, international, je ne sais pas, mais il est évident que dans ce contexte justement d'un Pierre de Médicis qui est en danger et qui, de par la puissance française qui arrive, parce qu'il s'était opposé à l'avenue des Français, et qu'il est évident que le gouvernement royal a l'intention de le remettre au pas, parce qu'il considère que c'est un allié vassalique, et donc de l'idée qu'il y a aussi avec Savonarola des échanges, puisqu'ils se rencontrent. Alors c'est toujours compliqué, parce que là, il y a toute l'historiographie française et tout l'imaginaire qui consiste à laisser supposer que il y a cette association entre un prêcheur et un roi de France pour supprimer une tyrannie hypothétique que serait celle de Pierre de Médicis. Alors ça, on sait qu'ils se sont rencontrés, on sait qu'il y a eu des espoirs de Savonarola. On sait que Charles VIII, une fois qu'il a eu l'argent et le passage de Florence, c'est complètement désintéressé du sort de cette République, et que la prochaine étape, c'était d'acquérir d'aller jusqu'à Rome sans encombre pour aller après à Naples. C'était un objectif. Fondamentalement, la situation de Florence n'a été importante que pour le retour, et encore, on l'a largement évité en passant par Sienne. Et cette manière de traiter Florence selon le temps historique aussi, eh bien, a été, quand on voulait que Florence, qui ait cette impression de renaissance, cette nourriture de la Renaissance par un roi de France qui découvrait ce temps artistique et intellectuel, a été valorisé. Mais fondamentalement, l'attitude de Charles VIII est extrêmement désinvolte par rapport à la situation. Donc Florence n'en tire pas bénéfice. Pourtant, s'allier avec la France, c'est avoir contre soi le pape. Pas nécessairement, Non. parce que le pape aussi change, change d'avis. régulièrement d'avis et d'alliance. Alors en revanche, c'est Alexandre VI, Borgia, en 1495, et on ne peut pas dire qu'Alexandre VI soit un modèle de vertu. Et donc, qu'est-ce qui crée le différent entre Rome, comment d'abord est accueilli Savonarola, son action à Florence par Rome, son action à la fois religieuse mais aussi politique, et quand est-ce que le différent entre les deux parties va peu à peu apparaître? Alors, comme toujours dans cette époque-là, il faut analyser les choses avec une chronologie fine. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout une position univoque d'un parti ou de l'autre durant les 4 années qui nous intéressent, entre 94 et 98, voire avant, voire après. Les positions peuvent changer. Au départ, Alexandre VI, Borgia, n'est pas du tout un ennemi de Savonarola. Et Savonarola, de fait, n'attaque pas, en 1494, Alexandre VI Borgia. Il parle en général de la corruption des mœurs du clergé, mais sans attaquer nommément le pape. À un moment donné, il va se mettre à attaquer nommément le pape, parce que dans la distribution, là encore, des alliances politiques, le pape devient un adversaire. Et là, à ce moment-là, la situation change. Mais encore une fois, de ce point de vue-là, Savonarola peut agir de façon pragmatique. En revanche, il y a 2 choses qu'il faut retenir. La première, c'est que la curie, là encore, c'est un ensemble complexe, et que, par exemple, il y a un cardinal extrêmement puissant, qui est le cardinal Carafa, qui soutient Savonarola, et qui est aussi allié avec Alexandre VI, donc qui peut médier entre les deux. Après tout, Alexandre VI accepte dans un premier temps la constitution de la congrégation de Saint-Marc, qui se sépare
de la congrégation lombarde. Ça, c'est très important du point de vue de la gestion, si je puis dire, des pouvoirs internes de l'Église catholique italienne. Il l'accepte, après il reviendra dessus, mais il l'accepte dans un premier temps, parce que la curie est divisée. Et puis l'autre chose qui est très importante, en revanche, et qui montre qu'à un moment donné, il va y avoir une sorte de gestion, là aussi très prudente, du passage progressif à une opposition radicale entre les deux. Savonarola se refuse à quitter Florence. Il se refuse à aller à Rome. Chaque fois qu'on lui dit « tu vas aller à Rome pour discuter avec le pape, tu vas aller à Rome parce qu'il faut que tu éclaircisses certaines choses », il dit « non, je ne vais pas à Rome ». Mais pourquoi ? Parce qu'il aurait risqué tout simplement d'y mourir. C'est-à-dire qu'il aurait été il aurait été probablement enfermé. Il se refuse à toutes les convocations à Rome. Et ça, c'est une chose qui est très intéressante dans ce personnage, c'est que cet homme qui est né pour être itinérant, c'était la fonction d'un dominicain, s'arrête à Florence et devient le prédicateur de Florence, meurt à Florence et devient l'étendard de Florence. Pourquoi ? Pas simplement pour des raisons de cautèle et de prudence, c'est parce que c'est de Florence que doit naître la réforme de la chrétienté. Parce que Florence a un rôle singulier, spécifique, unique, face à Rome. Donc Florence l'aime toujours aujourd'hui. Pourquoi l'excommunication ? Quel a été le point de rupture qui a amené la papauté à l'excommunier avant même d'envisager l'interdit, c'est-à-dire l'interdiction de sacrements sur tout un territoire ? Deux choses importantes là aussi. L'excommunication précède l'interdit. Oui. L'excommunication est dans une certaine mesure tactiquement beaucoup moins efficace que l'interdit. Parce que l'excommunication concerne un individu, Savonarola. L'interdit concerne une communauté, les Florentins. Et concerne aussi le commerce des Florentins. C'est-à-dire que l'interdit, ne l'oublions pas, ça légitime la confiscation des biens de tous les Florentins dans la chrétienté. Donc ça, les marchands florentins n'aiment pas et ils ne veulent pas en entendre parler. Donc ça, c'est très clair. Donc c'est un basculement, la menace de l'interdit plus l'interdit possible. L'excommunication, c'est quelque chose qui, évidemment, influence certains Florentins, mais pas plus que ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui... on doit comprendre qu'à ce moment-là, l'excommunication d'un pape, surtout d'un pape qui n'a pas nécessairement très bonne presse... Non, ça fait mouvement d'humeur. C'est quelque chose qu'on peut traiter comme une anecdote, un événement ponctuel. Ce n'est pas décisif. Pour Alexandre VI, il veut que ce soit décisif, évidemment. Et ça, il le prononce parce qu'à un moment donné, la critique de la curie le touche. Et que... à un moment donné, Alexandre VI est présenté par Savonarola comme une sorte d'incarnation du mal, de la perversion, de la déchéance de l'Église. Et ça n'est plus tolérable pour le pape. La bascule, c'est l'ordalie, le moment où, en 1498, c'est l'épreuve du feu. Peut-être Didier Le Fur nous rappelait ce que c'était l'ordalie dans le... Alors là, je ne vais pas m'aventurer dans tout ça parce que c'est... Non, je ne vais pas vous répondre. L'épreuve du feu, c'est un moment important. C'est un moment important. Pourquoi c'est un moment important ? Parce que y a une dynamique qui échappe à Savonarola. C'est-à-dire que une dynamique des faits. Et la dynamique des faits échappe à Savonarola pour des raisons qui sont consubstantielles à la fragilité de cette spiritualité parfois un peu exaltée qui est partagée par les partisans de Savonarola. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'à un moment donné, dans le conflit interne à Florence qui se développe notamment autour des menaces de Rome, d'interdits, etc., un frère franciscain dit aux dominicains qui sont des rivaux, on pourrait faire l'épreuve du feu, comme ça on verrait qui sort vivant de l'épreuve du feu, et celui-là, ce serait celui qui est effectivement protégé par Dieu et donc qui est détenteur d'une vérité. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais Savonarola a des ennemis, bien sûr. Commence à avoir des ennemis. Voilà. Y compris des ennemis dans le clergé florentin. Et il répond à ses ennemis, il y a des lettres, les franciscains et les dominicains non réformés, parfois les augustins, sont des ennemis de Savonarola.
très clairement. Les franciscains, beaucoup. Et donc, il y a un défi. Et Savonarole se garde bien d'intervenir au départ. Il ne veut pas du tout qu'il y ait une épreuve du feu. Mais un de ses partisans particulièrement exaltés dit « Oui, moi je suis prêt à aller dans le feu, il n'y a pas de problème, on y va. » Bon. Donc, on décide d'une date. Tout cela est organisé, y compris par la seigneurie, donc par le pouvoir laïque, si je puis dire. Ça doit se passer devant le couvent de Saint-Marc. Et ça se passe mal. Et ça se passe mal parce que y a des négociations sur est-ce qu'on doit rentrer dans le feu avec l'hostie ou pas, est-ce que le corps du Christ peut risquer d'être brûlé. Et les Florentins, une partie des Florentins en tout cas, considèrent que cet échec de l'épreuve du feu est imputable aux dominicains. Et là, tout s'enchaîne en quelques heures. Et le couvent de San Marco est pris d'assaut, non pas par des forces, on va dire, légales de la seigneurie, mais par une sorte de révolte des adversaires de Savonarole. Et là, on a une situation qui est très compliquée, qui est qu'est-ce qu'on fait avec les ennemis? Est-ce qu'on leur résiste ou pas? Ils n'ont pas su leur résister. Ça a mal fini. Il va être arrêté. Didier Le Fur, vous avez travaillé sur l'Inquisition, si mes souvenirs sont bons. Il passe aux mains de l'Inquisition. Comment ça se passe? Comment est-il jugé? Il est torturé? Alors, de toute façon, le tribunal religieux a toujours... C'est comment vous dire ça? On n'est pas dans la torture physique et tout ça, puisqu'on est normalement... L'Église n'a pas le droit de toucher les corps. Et donc, on est dans la volonté, en revanche, de faire un procès et de laisser après au bras singulier la possibilité de la torture qui va résoudre ou pas et qui va permettre à la personne accusée d'exprimer comment vous dire ça? Un repentir. Un repentir ou au contraire confirmer sa faute. Sa faute. Et là, c'est tout le problème de la liaison entre le jugement, enfin la justice d'Église et la justice laïque ou la justice d'État. Et en France, c'est quelque chose qu'on va abandonner assez vite. En Italie, c'est très local et c'est très différencié aussi. En fin de compte, c'est qu'on a l'image, nous, de ce temps-là, de cette association espagnole. Et c'est ce qui fait la confusion un peu. Sauf que, grosso modo, il y a quand même beaucoup de gens qui échappent à tout ça. La torture ne sert à rien. Il y a plein de gens qui la condamnent. Il subit l'estrapade quand même. Comment? Il subit l'estrapade. Oui, voilà. Il y a toujours la possibilité de faire un petit peu mal, entre guillemets, mais par symbole. Mais on n'y attend plus rien de tout ça. Il reste 4 minutes. Donc, il est torturé, il est condamné. Oui. Il est condamné. Quel est le chef d'accusation? Alors, le chef d'accusation, c'est d'avoir été coupable d'hérésie, d'avoir été coupable de position schismatique, non pas sur le plan dogmatique, puisqu'on ne peut rien lui reprocher à cet égard, mais au titre de ses positions à l'égard de la curie et à l'égard du monde de l'Église, en quelque sorte. Pour le procès, les deux procès qu'il subit sont un procès laïque et un procès religieux. Et le procès laïque, qui est le plus important dans une certaine mesure, veut surtout démontrer qu'il était seul à avoir eu un projet politique, ce qui permet évidemment de sauver tout le groupe dirigeant florentin qui s'était rallié à lui et à ne pas lui faire subir le même sort qu'aux frères. Alors, il reste 3 minutes. Imposteur profitant de la crédulité des gens ou bien véritable serviteur de Dieu? Alors, imposteur, ça relève, si vous voulez, d'une position qui est une position purement instrumentale et a posteriori, donc ça n'a pas d'intérêt véritablement de discuter cela. Serviteur de Dieu, lui, il croyait l'être, c'est certain. Le lecteur jugera s'il l'a été, si je puis dire. Mais ce qui est évident, c'est que beaucoup de gens, à cette époque-là, de très nombreux Florentins, ont pensé que c'était un serviteur de Dieu. Et après sa mort, encore de très nombreux Florentins ont pensé que c'était... et encore aujourd'hui,
encore aujourd'hui, je me rappelle qu'il y a 30 ans, pour une anecdote, j'avais sorti avec Jean-Claude Zancarini une anthologie de textes politiques de Savonarole, publiée au Seuil, et que j'avais envoyé au père Olivier de Labrosse, qui était à ce moment-là responsable de Saint-Louis de France à Rome. Et le père Olivier de Labrosse m'a répondu « Merci Jean-Louis de cet envoi. Espérons que cela contribuera à la béatification de frère Jérôme. » On était en 1993. C'est sur cette anecdote que nous allons nous quitter. Savonarole, l'arme de la parole, un ouvrage coécrit avec Jean-Claude Zancarini, paru chez Passé Composé. Et puis Didier Le Fur, vous avez dirigé Les guerres d'Italie, un conflit européen, un ouvrage également paru chez Passé Composé. Il me reste à vous remercier et puis à vous dire surtout qu'aujourd'hui c'est un jour un peu spécial parce que nous festons, nous célébrons le 100e numéro de l'émission De risque de l'histoire. Alors il y a beaucoup de monde à remercier. Je vais remercier tout d'abord Philippine de Saint-Pierre qui m'a appelé pour présenter cette émission, Olivier Braillon, le directeur de programme, Cyril Lepeigneux, et vous ne les voyez pas mais ils sont absolument indispensables pour que cette émission ait lieu, tout simplement. Les nombreux chefs d'édition avec lesquels j'ai travaillé et puis toute l'équipe technique, eh bien, j'espère qu'il y aura 100 autres numéros de risque de l'histoire. Et je vous remercie bien évidemment, vous, chers téléspectateurs, et maintenant chers auditeurs, puisque KTO Radio a été créé entre-temps. Je vous remercie pour votre fidélité à cette émission de risque de l'histoire. Je mentionne enfin notre partenaire Storia Voce. N'hésitez pas à vous rendre sur Storia Voce. Il y a plus de 700 émissions libres d'accès et qui sont disponibles pour tous les passionnés d'histoire, pour tous les étudiants d'histoire et aussi pour tous les historiens eux-mêmes. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de votre émission de risque de l'histoire.